Café Inclusivité, le podcast de l'association des ailes déployées, dédié à l'inclusion et à la diversité dans le monde du travail. Que vous soyez un employeur, un professionnel, cherchant à améliorer vos pratiques inclusives, désireux d'en savoir plus dans la diversité ou une personne en situation de handicap, Café Inclusivité est le podcast qu'il vous faut. Je suis Charlotte Rank, job coach. Ensemble, faisons de l'inclusion une réalité quotidienne. Premier épisode, promouvoir la diversité et l'inclusion dans les organisations et en entreprise. Bonjour à tous, bienvenue sur cette édition du Café Inclusivité, le café des ailes déployées. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème qui nous intéresse tous, sur la diversité et l'inclusion, comment promouvoir la diversité et l'inclusion dans les organisations et les entreprises. Nous avons aujourd'hui comme invité Aeda Nidress, d'Ubisoft. Nous avons Anaïs Perrin-Prével de l'association Outtrans et Chloé Torcol de l'association La FMD. Je vais vous laisser vous présenter et dans vos fonctions aussi. Bonjour à tous, donc du coup moi c'est Aeda Nidress, je travaille chez Ubisoft depuis un peu plus de 4 ans. Auparavant je travaillais directement dans la production de jeux, donc j'étais dans les équipes de production et ça fait un peu plus d'1 an que j'ai rejoint l'équipe diversité, inclusion, accessibilité et impact social. C'est un nom très long pour dire qu'on s'occupe pas mal de tout ce qui va être diversité, inclusion, mais aussi l'accessibilité dans nos jeux et pour nos employés et également l'impact social, donc tout ce qui va être autour du mécénat, donc de l'impact qu'on peut avoir via des associations. Donc moi je suis manager de projet, donc je gère des projets à l'échelle nationale de la France chez Ubisoft et j'ai une spécialité, une expertise sur le handicap, la neurodiversité et tout ce qui va être origine, donc personnes qui sont issues d'origine étrangère, les expatriés et les personnes qui ne sont pas blanches. Donc voilà, enchanté à tous. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Anaïs, donc je suis directrice de l'association Outtrans. Outtrans, c'est une association féministe d'autosupport trans, donc en fait je suis une femme trans moi-même et donc on fait de l'entraide entre personnes trans, c'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas en phase avec leur genre d'assignation à la naissance. Quand on naît, on nous assigne un sexe au sens légal du terme, donc un genre socialement, et on peut ne pas être en phase avec cette assignation, et de fait on peut s'identifier en tant que personne trans dans ce cadre-là, le fait d'être une personne trans dans la société amène un certain nombre d'éléments qui peuvent être des enjeux de discrimination directe que l'on peut subir en tant que personne trans, et donc par extension le fait de pouvoir construire des choses pour que les personnes trans puissent être incluses dans la société signifie qu'il faut réfléchir à des modèles d'inclusion dans tous les aspects de la vie qui peuvent être dans la vie sociale et aussi dans la vie professionnelle. On va sans doute être plus dans ce détail-là. Et donc, au sein de l'association, moi, je suis directrice de cette association et je suis dans l'association depuis 2019, ayant engagé ma transition aussi à ce moment-là. Après en avoir été pendant 4 ans coprésidente, depuis 1 an, je suis à plein temps dans l'association pour essayer de faire avancer les droits des personnes trans, faire des formations, faire de l'autosupport et faire du plaidoyer comme je le fais avec vous cet après-midi. Bonjour à toutes et tous, je suis Chloé Torcol, donc je suis chef de projet à l'AFMD, l'Association française des managers de la diversité. On accompagne à peu près 200 employeurs dans leurs réflexions autour de la diversité et de l'inclusion et dans leurs actions de prévention des discriminations au travail. On les accompagne aussi bien sur des critères de discrimination spécifiques, le genre, l'âge, le handicap, que sur des sujets plus transverses. Par exemple, comment est-ce qu'on communique de façon inclusive, comment est-ce qu'on manage une équipe de façon inclusive, comment est-ce qu'on inclut des collaborateurs et collaboratrices qui sont pas neurotypiques. Donc c'est des sujets très très variés et moi mon rôle c'est de m'assurer que ils aient ces espaces d'échange pour discuter entre eux parce que le travail de la FMD est vraiment basé sur la co-construction entre pairs. Et on a aussi la chance de travailler avec d'autres acteurs de l'écosystème et de relayer des ressources, comme pour Outtrans par exemple, c'est des choses qu'on peut faire. Et voilà, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ces sujets. Pourquoi la diversité et l'inclusion sont-elles importantes dans le milieu du travail ? Je dirais, alors, Ubisoft, pour la plupart d'entre vous, je pense que vous voyez de quelle entreprise il s'agit. On fait pas mal de jeux vidéo, on fait aussi des séries. Et nous, on veut faire des jeux et des médias du divertissement qui parlent à tout le monde. Et pour ça, rien quoi de mieux que d'avoir plus de diversité dans nos équipes. Et on le voit beaucoup dans tous les jeux que vous voyez qui sont un petit peu plus inclusifs, où il y a plus de diversité, où l'héroïne c'est une femme, où il y a des personnes non blanches, etc. Souvent, derrière, vous avez des équipes qui sont aussi diverses.
qui poussent à cette diversité-là dans le jeu, parce que eux-mêmes sont joueurs et joueuses et consommateurs, consommatrices de ces médias. Donc du coup, ont aussi envie de voir un petit peu cette diversité montrée dans les médias qu'ils consomment eux-mêmes. Donc du coup, pour nous, c'est hyper important. Et le jeu vidéo, par essence, c'est une industrie qui est très blanche et majoritairement masculine. Donc du coup, on a aussi voulu apporter un petit peu plus d'inclusion pour montrer que on peut aussi faire des jeux en étant une personne non blanche, en étant une femme, en étant une personne non binaire ou trans. Donc du coup, ça nous a permis d'élargir un petit peu notre champ de vision et d'apporter plein d'expertises et plein de vécus différents qui sont pas forcément ceux d'un homme blanc neurotypique âgé de 25 à 40 ans. Voilà. Et pour compléter, peut-être on en parlait aussi avec Anaïs tout à l'heure, on parle de diversité et d'inclusion, mais en fait derrière ça, historiquement en France, le point de départ, ça reste un appareil législatif qui est quand même assez complet. On a, alors selon comment on compte, entre 25, 26 et 27 critères de discrimination prévus par la loi. Ça dépend un peu des appellations et de comment on catégorise. Et en fait, sur les 25 dernières années, le point de départ, ça a été d'abord la loi qui a été contraignante et puis vraiment une logique d'égalité des chances. Et puis, on a modifié un petit peu le vocabulaire pour être aussi sur une dimension qu'on voulait plus proactive et un peu plus positive, parce que c'est moins perturbant en entreprise de parler de promotion de la diversité et de l'inclusion que de parler de lutte contre les discriminations. Pour autant, les raisons pour lesquelles on agit à la base, ça reste des enjeux de prévention de discrimination. C'est-à-dire comment est-ce qu'on s'assure que l'environnement de travail soit conforme à la loi, comment est-ce qu'on s'assure qu'il y ait une égalité des chances et une égalité au niveau des expériences, et comment est-ce qu'on s'assure aussi que l'employeur répond à des obligations de santé et de sécurité. Donc on en parle de façon différente, mais pour moi, je dirais que vraiment le nerf de la guerre, il est là, c'est de s'assurer que personne n'est discriminé au travail. Et autour de ça, on a évidemment des actions qui sont plus tournées sur de la promotion de certains sujets. Et en fait, on a quelque chose du coup qui est très complet. Et c'est ça aussi qui fait que c'est très intéressant de travailler dans ce domaine. Il y a dans ce qui a été dit, 2 axes qui me semblent essentiels. Il y a un premier axe qui est de dire que, en tant que personne qui peut subir une discrimination, quels que soient les critères, qu'ils soient légaux ou pas légaux d'ailleurs, qui peut à un moment ou à un autre subir une différence de traitement liée à un élément intrinsèque, il y a un sujet de s'assurer que ces personnes-là puissent accéder à un emploi, accéder à un certain nombre de droits, accéder à des espaces aussi, accéder à un certain nombre de services. Et d'ailleurs, la loi parle de le fait de refuser l'accès à un bien ou à un service à des personnes. C'est le code pénal qui parle comme ça des discriminations. Donc réfléchir comme ça. Si je lis tu as le droit d'aller à tel endroit, mais pas à tel endroit parce que tu es une personne, et quel que soit le critère qu'il y a dessus, on est dans une forme de discrimination. Et puis il y a d'autres types de discrimination qui peuvent être sur du harcèlement, sur le fait d'avoir du harcèlement discriminatoire, de se faire moquer à cause d'eux. Et on peut avoir les critères de discrimination qu'on peut avoir, etc. Donc il y a ce sujet-là de dire les personnes qui vont avoir ces critères-là ne peuvent pas accéder à un certain nombre de biens et de services, y compris au service de l'emploi, de pouvoir avoir un emploi. Et puis il y a un deuxième axe dont tu as pu parler aussi, qui est la question de la visibilité. C'est-à-dire que si, de façon générale, les entreprises travaillent que pour les personnes qui correspondent à un stéréotype absolu, déjà, ce stéréotype absolu, il est de fait minoritaire. Parce qu'on parle souvent de l'homme blanc, cis hétérosexuel, bien portant, venant d'un bon quartier, avec un bon niveau de revenu, etc., qui est en fait la grille que l'on peut avoir, qui n'aura aucun enjeu de diversité, quel qu'il soit, que ce soit par rapport à son origine, par rapport à son apparence, que ce soit par rapport à sa santé ou à des critères qui pourraient être donnés sur de telle ou telle disposition psychologique qu'on peut avoir, etc., etc. Si on ne s'adresse qu'à ces personnes-là, en vrai, on s'adresse qu'à une minorité. Et comment on s'assure que chacun et chacune puisse être visible et qu'on peut se retrouver dans ce que peut faire une entreprise. Alors, on parlait d'Ubisoft, et dans un jeu vidéo, c'est important de se dire, si moi je joue dans un jeu vidéo, je dois avoir la possibilité de me retrouver dans les personnages, ou peut-être de me projeter dans des personnages qui sont peut-être pas forcément moi, mais où je me sentirais plutôt à l'aise, et d'ailleurs ça fait partie des éléments qui sont intéressants sur les enjeux transidentitaires. Ça veut dire aussi qu'une autre entreprise qui va amener un certain nombre de services, si la façon dont on parle de ces services ne s'adresse qu'à un certain type de personnes, de fait, je vais pas me sentir à l'aise d'aller dans cette entreprise, donc moi-même,
je ne vais peut-être pas accéder à tel ou tel service auquel je devrais pouvoir accéder. Donc cette question de visibilité, elle est aussi essentielle et c'est pour ça que la question de l'inclusion et de la lutte contre les discriminations est importante, que chacun et chacune puisse avoir un emploi et puisse pouvoir vivre sa vie au-delà de l'emploi, et que aussi chacun et chacune puisse se sentir représenté et visible. J'ai une question un peu bizarre, mais est-ce que c'est vraiment important d'être visible, de montrer son handicap, enfin pas montrer forcément, mais de le rendre visible si on a un, entre guillemets, un handicap invisible? En fait, je tutoie tout le monde, hein. J'ai le privilège de l'âge, je suis une vieille dame, donc je tutoie la terre entière. Mais ce que tu amènes est essentiel. En fait, le sujet, c'est pas de dire il y a une obligation à se rendre visible, mais l'idée, c'est que si j'ai envie que, quel que soit l'élément sur lequel je peux avoir un enjeu, puisse être visible, bah pourquoi je ne pourrais pas le rendre visible? Et en fait, c'est ça, quand on parle d'inclusion, c'est donner la possibilité d'être qui on est, sans être obligé de rentrer dans une norme, dans une case, dans une formalité absolue, de se dire je suis pas censé dire que, je suis pas censé dire que je suis trans, je suis pas censé dire que j'ai une orientation sexuelle non hétéro, je suis pas censé dire que j'ai un handicap invisible, je suis pas censé dire que je suis de telle origine, je suis pas censé dire tel ou tel élément. En fait, c'est ça. C'est si je suis pas censé, je me dis je peux pas le dire, il faut pas que je le dise, et finalement ça revient un peu dans ce dont tu parlais, de dire j'ai peur de me faire discriminer derrière, j'ai peur de me faire moquer derrière, j'ai peur qu'à un moment ou à un autre, on me le reproche d'être qui je suis. L'idée, c'est tu n'as aucune obligation de montrer qui tu es, mais tu ne dois pas avoir, à quelque moment que ce soit, la peur de montrer qui tu es. Et l'enjeu de l'inclusion, c'est ça. C'est de s'assurer que je peux être qui je suis sans craindre que ça puisse poser un problème pour plus tard. Et si j'ai pas envie d'en parler, j'ai le droit de pas en parler, et personne ne doit m'obliger à en parler. Et si j'ai envie d'en parler, je dois pouvoir en parler sans que personne m'en tienne rigueur. L'enjeu, il est là, simplement. Moi, je trouve que justement, je rebondis sur ce que tu as dit, Anaïs, et en général, tu le vois directement quand une entreprise est vraiment inclusive, quand dès l'entretien, tu arrives et tu dis en fait, je suis une personne trans et je suis aussi neuroatypique. Là, tu vois comment le recruteur, la recruteuse te réagit, et en général, ça te donne direct une idée de comment ça va être dans la boîte. Donc du coup, je dis pas à tout le monde d'en parler dès l'entretien, parce que des fois on peut se retrouver face à une personne qui est pas forcément bienveillante alors que le reste de l'entreprise l'est, mais au moins ça te donne un petit peu une idée de comment ça fonctionne dans l'entreprise. Et comme l'a dit Anaïs, si à un moment donné pendant l'entretien tu ressens une peur ou tu sens que la personne elle est pas à l'aise avec qui tu es, bah ça te donne ou pas envie de continuer ou de t'investir dans cette entreprise-là. Surtout que dans la même veine, ça nous met plus sur un pied d'égalité parce qu'il y a une part de, en tout cas, handicap dans ce genre de situation, même si ça n'en est pas un, que l'on ne peut pas cacher. Moi, en tant que femme noire, c'est impossible pour moi de dissimuler à une entreprise que je suis noire, que je suis d'une origine ethnique différente de par mon prénom. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas cacher. Donc à partir de ce moment-là, quelque chose qu'on considère comme un handicap invisible, ça me met particulièrement en défaut dans toutes les situations d'emploi. Oui, bonjour, je m'appelle Assad et je voulais poser une question. Est-ce que la situation de handicap peut avoir des difficultés pour trouver un travail dans un milieu professionnel ou dans un métier où on veut faire plus tard, ou un rêve qu'on voudrait faire et que ce soit réalisable, mais qu'on ne peut pas le faire par rapport à des situations de handicap ou des situations aussi transsexuelles aussi? Alors, on est en 2025. Je trouve qu'en termes de technologie et de mentalité, on est arrivé à un niveau où il y a la question du transhumanisme qui se pose. Je prends un exemple, par exemple, Amazon, ils ont mis en place des espèces de combinaisons pour les personnes qui soit n'arrivent pas à marcher, soit ont des problèmes de dos ou quoi, pour pouvoir porter des choses, pour pouvoir se déplacer. Donc, je pense que on va vers cet idéal-là. Après, en général, il ne faut pas non plus se mettre des bâtons dans les roues parce qu'on a un handicap. Moi, je sais que par exemple, je suis neuroatypique aussi. Des fois, je me suis longtemps dit je pourrais peut-être pas manager des personnes parce que ça va être compliqué, parce qu'elles vont pas comprendre mes réactions et tout ça. Et en fait, il suffit juste de trouver un terrain d'entente et un peu
une espèce d'entente commune en se disant, bah voilà, moi, comment est-ce que je peux travailler et comment est-ce que l'entreprise peut faire quelque chose pour me donner un petit peu un truc sur mesure pour que je puisse quand même faire le travail dont j'ai envie. Je prends un exemple aussi, par exemple, on a des personnes, au cours de leur carrière, elles ont un accident. Elles peuvent plus venir au travail ou elles doivent marcher avec des béquilles ou autre, on s'adapte. Donc pourquoi on le ferait pas en fait pour des personnes qui arrivent dans l'entreprise et qui ont besoin d'avoir quelque chose d'adapté. Pour moi, c'est quelque chose de faisable. Toutes les entreprises sont pas prêtes à l'entendre et prêtes à le faire, mais en tout cas, pour moi, cet idéal-là est possible et il y a beaucoup d'entreprises en tout cas qui visent cet idéal-là. Alors justement, je rebondis sur la question des pratiques. Est-ce que vous pourriez décrire chacune une initiative d'inclusion particulièrement réussie et que vous avez mise en place au sein de vos organisations ou de votre entreprise? Du coup, moi, je peux parler au nom d'Ubisoft. Alors déjà, il faut savoir que nous, on a un historique de diversité et inclusion qui est un peu particulier parce qu'en fait, à partir de 2017, on a commencé à lancer le pôle handicap chez Ubisoft. En 2020, on a eu ce qu'on appelle la crise respect, où on a eu des cas de harcèlement sexuel assez poussés, qui ont fait la une des journaux, qui ont fait pas mal parler dans le milieu, et c'est normal. Et en fait, ça a malheureusement, comme tu le disais, une crise, ça a fait beaucoup avancer les choses d'un coup, parce qu'en fait, on voulait se dire qu'il fallait plus jamais que ça arrive. Moi, je travaille pas mal sur le pôle handicap, côté France. On a une mission qui s'appelle Boost, c'est le nom de la mission handicap chez Ubisoft. Et ce qui est vraiment intéressant et ce qu'on a pu mettre en place au fur et à mesure, c'est un accompagnement personnalisé des personnes qui travaillent en France chez Ubisoft. On essaye de l'internationaliser, mais la loi française nous aide beaucoup, parce que comme vous le savez, on a l'obligation d'avoir 6% de personnes qui sont reconnues en qualité de travailleurs handicapés chez Ubisoft. Donc du coup, en fait, moi, non seulement je travaille à inciter les gens à avoir une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, non seulement pour eux, mais aussi pour l'entreprise. Et également, on a vraiment un parcours d'accompagnement qui est très personnalisé. Donc les premiers entretiens sont strictement confidentiels, c'est-à-dire que n'importe qui chez Ubisoft, même s'il n'a pas une ERQTH, peut directement venir nous voir en disant voilà, j'ai cette situation, j'ai besoin d'être accompagné. Et en fait, en fonction de la personne, on fait vraiment du cas par cas et du truc très personnalisé. On travaille pas mal avec le médecin du travail et aussi avec une assistante sociale. Et en fait, on a créé tout un écosystème autour de ça qui fait qu'en fait, dès qu'une personne va venir nous voir, on va pouvoir enclencher un paquet de trucs qui vont l'aider dans son quotidien au travail. Que ce soit au niveau de son rythme de travail, de son environnement de travail, son bureau, ses collègues, son équipe, on peut accompagner non seulement la personne, mais aussi son RH, son manager, son équipe dans son ensemble, sa fiche de poste aussi. Si par exemple la personne se dit je sais pas, j'ai la vue qui commence à baisser, je vais plus pouvoir bosser sur les ordinateurs, comment est-ce qu'on fait dans le jeu vidéo pour faire en sorte que la personne puisse continuer de travailler chez Ubisoft? Donc du coup en fait, tout cet écosystème là nous permet d'accompagner les personnes de mieux en mieux, de leur garantir aussi de rester dans leur emploi. Donc une continuité aussi pour pas qu'elles soient obligées de quitter Ubisoft s'il se passe quelque chose. Et en plus de ça, ça crée un bien-être au travail pour ces personnes-là qui est vraiment décuplé. Et la quasi-totalité des personnes qui viennent nous voir dans la mission, après, voient vraiment un changement en termes de bien-être, en termes aussi de productivité. Et ça a aussi permis de défaire les préjugés qu'on pouvait avoir aussi en disant j'ai une personne en situation de handicap dans mon équipe, ça va être un peu le boulet qui va nous poser problème. Alors que là, justement, on désamorce ça, on essaye de trouver des solutions et la quasi-totalité des solutions qu'on met en place, elles sont gratuites pour l'entreprise. Donc du coup, on a vraiment réussi à petit déconstruire ça. C'est toujours en cours de travail, évidemment, c'est pas quelque chose de parfait, mais en tout cas, c'est quelque chose dont on est très fier et qui marche très bien chez Ubisoft en France. En tout cas, donc vous êtes vraiment calé sur les besoins spécifiques de la personne. C'est un accompagnement très spécifique. Et je trouve qu'il rejoint donc une des unités ici, des ailes déployées. On a un service d'emploi accompagné sur lequel je travaille. Et on accompagne les personnes vraiment de façon très spécifique, selon leurs besoins de compensation aussi sur un poste. Et la dimension la plus importante pour nous, c'est l'employeur, pour que le lien se passe au mieux et qu'on puisse vraiment suivre la personne sur sa prise de poste et en maintien dans l'emploi. J'en profite parce que dans l'Assemblée, il y a quelqu'un qui a fait un stage chez Ubisoft. Avi, est-ce que tu veux un petit peu dire comment ça s'est passé, ce stage? Ce que tu faisais, comment ça s'est passé? Oui, bonjour, je m'appelle Avi. J'ai fait un stage chez Ubisoft dans la communication. Tu peux peut-être parler de l'ordinateur qu'on t'avait mis. Oui, j'allais en parler. Ouais. On m'a prêté un ordinateur et on m'a
on m'a trouvé un logiciel qui me permettait, parce que moi j'ai du mal à écrire, et on m'a trouvé un logiciel qui me permettait de faire de la dictée vocale, et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Pendant une semaine, c'était vraiment parfait. Et je me suis sentie vraiment bien inclus et tout ça. T'as un souvenir particulier de ce stage? Je me souviendrai aussi quand j'ai pu faire j'ai pu faire de la rédaction grâce à la dictée vocale. Bonjour. Alors je voulais savoir, j'avais une question. Est-ce que, du coup, vu qu'il y a des entreprises comme Ubisoft qui favorisent l'emploi de la personne qui a un handicap, est-ce que c'est bénéf ou pas de dire tout de suite qu'on a un handicap ? Alors, chez Ubisoft, oui, c'est clairement bénéf. En fait, nous, on a un système de recrutement qui est personnalisé aussi. En fait, quand vous postulez chez Ubisoft, si vous postulez via le site de recrutement Ubisoft Careers, on vous incite à envoyer un mail aussi à l'adresse mail boost@ubisoft.com avec le lien de l'offre à laquelle vous avez postulé. Et en fait, nous, l'équipe handicap, on va contacter les recruteurs pour mettre en place un processus de recrutement personnalisé. Si par exemple, on a des tests techniques, mais que vous n'êtes pas à l'aise, par exemple, avec la rédaction ou avec l'utilisation d'un ordinateur et que vous avez besoin de plus de temps pour le test technique, on peut mettre ça en place. Pareil pour les personnes qui ont de l'anxiété sociale. Et si jamais on a un entretien qui se fait sur place avec, 2 ou 3 personnes et que la personne ne se sent pas encore hyper à l'aise pour venir sur place, on fait des trucs en visio. Donc voilà, on essaye quand même de faire en sorte de faire un truc le maximum sur mesure possible en fonction du poste pour justement permettre aux gens d'avoir un processus de recrutement qui est un peu plus serein pour la personne, parce que c'est une période de stress pour tout le monde. Donc pour moi, c'est bénéf, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va dépendre de l'entreprise près de laquelle tu te trouves. Moi, ce que je conseille toujours aux gens quand ils commencent à postuler dans des boîtes, c'est de chercher tout simplement sur Google le nom de l'entreprise, diversité inclusion. S'ils ont vraiment des campagnes internes sur ça, tu vas voir une page du site ou quelque chose qui va t'expliquer ce qu'ils font en interne. Et après, il y a aussi le site Glassdoor qui te donne un peu des témoignages de gens qui bossent déjà dans l'entreprise, et c'est pas rare des fois qu'il y a des personnes en situation de handicap qui postent des avis sur l'entreprise dans laquelle ils ont bossé. Donc ouais, se renseigner en amont, mais je pense que dans la majorité des entreprises, c'est quand même bénéfique de parler de son handicap pendant l'entretien, parce que non seulement ça va toi te donner une idée de comment ils réagissent, et eux, ça va permettre dès le début de ton poste de mettre en place des choses qui peuvent t'aider au quotidien. Et du coup, comment les entreprises peuvent-elles encourager les employés à partager leurs idées et leurs expériences sans crainte de discrimination, justement? Nous, depuis 2019, chez Ubisoft, on a créé ce qu'on appelle des ERG. Donc, c'est des Employee Resource Group. Ça a été pas mal accéléré avec le meurtre de George Floyd aux États-Unis, où on a pas mal d'employés noirs qui ont commencé à vouloir être de plus en plus visibles dans leurs entreprises et faire valoir leurs droits et leurs paroles. Et en fait, c'est des groupes de personnes, souvent issues de minorités sensibles ou qui ont un petit peu plus besoin d'accompagnement dans les entreprises qui peuvent être très blanches et très hétéronormées. Et du coup, on a créé des ERG chez Ubisoft. Donc aujourd'hui, on en a 7. Et ça permet pas mal aux employés déjà de voir un petit peu qu'elles sont pas seules. Que ce soit des personnes en situation de handicap, des personnes non blanches, des personnes LGBTQIA+. Ça permet aussi de créer un petit réseau en interne pour justement se donner des conseils par rapport à des situations ou s'épauler les uns les autres. Mais également, une fois par semestre, donc tous les 6 mois, on permet à ces personnes-là de poser directement des questions à notre PDG. Donc en fait, ils ont une réunion avec notre PDG où ils peuvent poser sans filtre toutes leurs questions. Et ça permet d'avoir déjà une visibilité au niveau de l'entreprise qui est vraiment pas mal, parce que le nombre fait la force globalement. Et quand vous arrivez tout seul face au PDG, c'est un peu intimidant, alors que quand vous arrivez à 200 devant le PDG, en général, il vous écoute. Et en plus de ça, c'est force un peu de proposition, parce que les gens, entre eux, ils savent déjà ce qu'ils veulent, ils savent déjà ce qu'ils valent aussi. Et ça permet de prendre un peu en confiance pour les employés qui sont dans ces groupes-là, en demandant des conseils, etc. Et en plus de ça, en faisant des groupes de travail, ils permettent de faire des actions qui ont de la force. Je pense notamment, on a fait la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap chez Ubisoft. Ça a permis de mettre en avant pas mal de sujets. Ça apporte beaucoup de visibilité aux groupes de personnes qui peuvent être un peu minoritaires. Et en plus de ça, elles sentent mieux, et on voit
vraiment, à travers pas mal d'études, que les personnes qui font partie de groupes comme ça restent plus longtemps dans les entreprises parce qu'elles se sentent déjà plus valorisées et en plus elles ont beaucoup de gens qui leur ressemblent et qui peuvent leur apporter du soutien au quotidien. Ce qui marche bien, c'est d'avoir de façon générale une culture qui permet vraiment de lutter contre l'autocensure des collaborateurs et collaboratrices. Alors souvent, ce prisme d'autocensure, on a tendance à l'associer aux enjeux d'égalité professionnelle en disant si les femmes n'ont pas assez de promotion, c'est qu'elles ne demandent pas ou qu'elles n'osent pas demander, etc. Il y a un vrai enjeu à élargir ces réflexions-là pour se dire est-ce que tout le monde au sein de l'organisation se sent en confiance ? Et donc, il y a aussi une question de genre créer une culture et un sentiment de confiance. Est-ce que tout le monde se sent en confiance pour s'exprimer ? Est-ce que dans des réunions, et ça peut être des réunions avec 5 personnes, est-ce qu'il y a une répartition de la parole qui est équitable ? Est-ce que les personnes qui sont plus réservées, timides, ou alors qui, par exemple, ne parlent pas, dans un contexte francophone, le français de façon en mode langue maternelle, est-ce que ces personnes-là, elles se sentent à l'aise de prendre la parole en réunion ou est-ce qu'elles vont avoir l'impression de faire perdre du temps à leurs collègues, de ne pas être assez claires, de ne pas être comprises, etc. Et donc, créer une culture où tout le monde se sent à l'aise de prendre la parole, c'est vraiment une des meilleures façons aussi pour récupérer les idées de tout le monde. Et de la même façon, avoir des processus de création. Alors, ça peut être sur des biens et des services ou des jeux vidéo, par exemple, mais d'avoir des personnes de tout horizon et qui sont concernées par des sujets différents quand on crée un service, quand on crée un bien, quand on crée des objets. Ça permet, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'innovation inclusive, c'est d'impliquer tout le monde dans les processus de création et, a fortiori, les personnes qui sont ce qu'on appelle à la marge, donc qui sont généralement exclus de ces processus-là. C'est aussi une façon d'avoir des retours et de s'assurer qu'on fait avec les gens et pour les gens. Je vais rebondir aussi un petit peu là-dessus. Moi, ça m'amène aussi une réflexion, et c'est des éléments qui sont assez généraux, c'est ce dont tu as parlé au niveau d'Ubisoft, c'est très intéressant de se dire, tiens, si vous êtes dans une situation, vous pouvez nous contacter, et de fait, on pourra adapter. Mais c'est aussi un des enjeux, c'est que souvent, quand on a une situation qui ne va pas rentrer dans la norme dont j'ai parlé tout à l'heure, entre guillemets énorme quand j'utilise ce terme-là, on est obligé de faire quelque chose en plus. On est obligé d'aller chercher une information supplémentaire, on est obligé de s'être renseigné en amont, et donc du coup on se rajoute quelque chose. C'est-à-dire qu'on part déjà avec un élément où on n'est pas forcément super safe, à l'aise, se dire je peux y aller, etc. Et en plus de ça, il faut que je rajoute une étape. Et c'est tout l'enjeu de l'inclusion. C'est-à-dire, l'enjeu de l'inclusion, c'est qu'il ne doit pas y avoir cette étape en rab. Il faut sans arrêt s'interroger là-dessus, et sans arrêt, se dire comment je me remets en cause pour ce point-là, pour m'assurer que les droits ne doivent pas être cherchés par les personnes qui peuvent y avoir droit, mais doivent être par défaut pour tout le monde. Et aussi, je vais lui dire quoi, est-ce que dans les entreprises, il y en a, ils acceptent la RQTH, la reconnaissance de qualité de travail handicapé ? Parce que certains ne peuvent pas non plus accepter les emplois parce qu'ils ont une reconnaissance de travail handicapé. Chez Ubisoft, on l'accepte totalement, et je crois que toutes les entreprises doivent l'accepter globalement. Évidemment, en fait, c'est un statut, c'est pas un sujet de l'accepter ou pas. Sur le papier, votre employeur a une obligation d'aménagement, de ce qu'on appelle les aménagements raisonnables. Il y a des rares cas où, notamment sur la question de l'accessibilité des locaux, il y a des rares cas où l'employeur ne va pas pouvoir accommoder les collaborateurs et collaboratrices, que ce soit au moment de l'embauche ou par des trajectoires de vie qui fait que d'un seul coup on a un problème d'accessibilité, qui fait que par exemple si vous pouvez plus prendre des escaliers mais que dans les locaux de votre employeur il n'y a pas d'ascenseur, ça va être un petit peu compliqué. Sur quasiment tous les autres domaines, votre employeur est censé aménager en fonction de vos besoins, que vous avez ou pas. Moi, par exemple, j'ai un handicap qui, dans l'environnement dans lequel je suis actuellement, ne demande pas particulièrement d'aménagement. Si demain je change d'organisation, je vais peut-être avoir besoin d'aménagement. Donc ça dépend, en fait. C'est quelque chose qui est aussi très lié à où est-ce que vous êtes à un instant T. Mais donc, quand vous êtes dans un entretien d'embauche, vous pouvez faire le choix ou pas de parler de votre RQTH. En général, les employeurs, ils sont toujours en train d'essayer d'augmenter leur taux RQTH, donc c'est pas censé vous porter préjudice. Si vous avez la sensation, dans un processus d'embauche ou même après, que vous êtes
victime de discrimination en raison de votre handicap, à ce moment-là, si vous en avez l'énergie, c'est important d'aller saisir aussi des institutions qui peuvent vous accompagner, que ce soit le défenseur des droits ou, quand les organisations l'ont mis en place, des cellules d'alerte, parce que ça s'applique à toutes les parties prenantes et pas directement aux salariés qui sont dans l'organisation. Donc si vous avez la sensation d'être victime, et encore une fois, c'est pas une injonction, il faut en avoir l'énergie, c'est quelque chose d'épuisant d'être traité différemment et de subir des discriminations. Essayez d'aller demander de l'aide à des personnes et des institutions qui vont pouvoir vous accompagner parce que ce n'est pas normal de vivre ça. Vous avez aussi possibilité de contacter l'AGFIP qui accompagne non seulement les entreprises mais aussi les employés. Si jamais par exemple votre employeur il dit « Ah bah non, je peux pas aménager ci ou ça », ça vaut quand même le coup peut-être de checker avec la GFIP pour savoir si c'est vraiment impossible ou s'il y a des aménagements qui peuvent être mis en place. Mais en tout cas, sachez, comme on l'a dit, que vous n'êtes pas obligé de dire que vous avez une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé à votre employeur. C'est quand même mieux de le faire parce qu'on peut avoir des aménagements, on peut avoir des aides, etc. Mais c'est vrai que si on se sent dans un environnement où on n'est pas hyper à l'aise, c'est pas obligatoire de le dire. Oui. Oui, non, simplement je cherche du travail en bibliothèque ou dans le monde du livre et donc en fait je m'étais aperçu que par exemple si vous prenez le site internet de recrutement de la BNF, ils ont une clause particulière pour lorsqu'on possède une RQTH. Il suffit de cliquer sur le truc. Bon, c'est quand même relativement simple et ça peut aider, je pense. Je regarderai, merci. Je me demandais si, je sais pas, on a la reconnaissance travailleur handicapé et au moment de l'entretien, on n'en parle pas. Et on est engagé et pour X raisons, au bout d'un moment, on se dit, bah, j'ai besoin d'en reparler. Du coup, là, à ce moment-là, bah, on parle de cette reconnaissance travailleur handicapé. Est-ce que, du coup, l'employeur est tenu d'avoir cet entretien pour qu'il y ait cet aménagement, mais comment on peut aborder ça sans que ce soit un peu surprise, j'ai la reconnaissance travailleur handicapé, je veux des aménagements mais je l'ai pas dit pendant mon entretien pour être engagé. Je peux parler comment ça se passe chez Ubisoft quand ce genre de choses arrive. Alors, c'est pas forcément le cacher, mais il y a aussi des personnes qui, au cours de leur carrière, ont un handicap qui se développe, soit un accident, soit un handicap qui se développe sans que les personnes puissent être au courant de ça. Nous, ce qu'on fait en général, comme on a la chance d'avoir un pôle handicap, en général, on peut faire des entretiens déjà avec la personne pour savoir qu'est-ce qui leur retourne et comment ça impacte la personne sur son quotidien pour au mieux l'accompagner. Mais par contre, après, si jamais vous allez voir le médecin du travail et que derrière, il y a une question d'aptitude aussi. Est-ce que vous êtes toujours dans les capacités de faire le travail pour lequel vous avez postulé? Si c'est le cas, comme on l'a dit, il y a des aménagements raisonnables qui peuvent être faits, qui sont obligatoires, il me semble, quand elles sont dispensées par le médecin du travail. Et après, l'employeur est tenu de vous mettre à disposition des solutions pour faire en sorte que vous puissiez continuer à travailler, oui. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est que aménagement raisonnable ? Les aménagements raisonnables, c'est ce dont vous avez besoin pour travailler en fonction de votre handicap. Donc c'est tous ces dispositifs, que ce soit des logiciels, des outils ou des pratiques de travail que votre employeur doit mettre à votre disposition. En général, c'est déterminé avec la médecine du travail. C'est la médecine du travail qui va réfléchir avec vous sur de quoi est-ce que vous avez besoin, et c'est la médecine du travail qui va être prescriptive et dire voilà ce que doit mettre en place l'employeur. Je vous encourage vraiment à pas voir vos besoins comme des contraintes et à pas vous dire que vous avez caché quelque chose à l'employeur et que vous allez lui rendre la vie plus difficile. Parce que c'est souvent pas le cas en fait. On en parlait tout à l'heure dans le cas d'Ubisoft, la plupart des accompagnements ne coûtent rien à l'organisation. Donc sentez-vous légitime de demander des conditions de travail dans lesquelles vous pouvez effectivement travailler. En complément un petit peu de ça, il faut aussi comprendre que la médecine du travail, c'est pour tout le monde. Et les aménagements du poste de travail, c'est pour tout le monde.
C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas de reconnaissance de statut de handicap de quel qu'il soit, qui même peut-être n'a jamais été amené, mais pour qui, on va dire, il faut changer les lumières là parce qu'elles scintillent, parce qu'elles donnent telle ou telle couleur, il faut que ta souris elle soit plus ergonomique parce que tu as un peu mal au poignet et c'est pas forcément des éléments qui sont prévus, reconnus et on n'a peut-être jamais rien eu avant. Mais la médecine du travail se rend compte que c'est plus intéressant de pouvoir avancer dans ce sens-là parce que de toute manière, l'entreprise a intérêt à ce que la personne puisse continuer à travailler sans se mettre en danger. Donc en fait, il faut prendre ça comme étant un élément simplement de protection de la personne et finalement d'utilité pour l'entreprise, parce que l'entreprise a plutôt intérêt que la personne puisse travailler dans les bonnes conditions et que la personne vienne travailler de façon positive. Alors je me permets, j'ai une question, peut-être c'est maladroit la manière dont je vais le dire, mais comment vous avez eu, quelles ont été les pires expériences de discrimination que vous ayez pu assister et comment vous avez fait pour faire bouger les choses? Des anecdotes peut-être pas trop salaces ou violentes. Ça sera pas salace, je te rassure. Mais des expériences où vous vous êtes dit, mais comment c'est possible qu'en 2025 ou 2024, 2024 on puisse encore entendre des choses comme ça ou voir des choses comme ça? Bien sûr. Avant de travailler chez Ubisoft, je travaillais dans une start-up. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont déjà travaillé dans des start-up, mais c'est un milieu où on n'est pas beaucoup, ça va très vite. En général, les conditions de travail sont vraiment pas ouf. Je ne dis pas que c'est toutes les start-up, mais en tout cas, c'était mon cas. Et en fait, un jour, je décide de commencer ma transition. Ça devait être dans les années 2017, par là. Et en fait, je décide, on était environ moins d'une centaine de personnes dans l'entreprise. J'ai décidé d'envoyer un mail à tout le monde. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Et en fait, sur le coup, j'ai eu des bons retours. Mais ce qui a été assez vicieux, c'est que au bout d'un moment, on m'a rapporté des moqueries, on m'a rapporté des remarques que certaines personnes faisaient, qui m'ont pas mis très à l'aise et voire qui m'ont fait beaucoup de mal. Et pour avoir un peu de soutien, j'ai été voir les RH. C'était pas une bonne idée. Puisqu'en fait, quand je suis arrivé auprès des RH, je leur ai dit ça. Et la personne en face de moi s'est pas montrée du tout à l'écoute et bienveillante. Et m'a dit, et du coup je lui ai dit, est-ce que pour accélérer la chose, on peut changer mon nom sur le truc de l'entreprise, parce que là, je me sens pas à l'aise de toujours voir mon nom de naissance sur le truc. Elle m'a dit, honnêtement Edan, entre nous, tant que tu ressembleras pas à un homme, je changerai rien sur le logiciel. Et quand elle m'a dit ça, en fait, j'ai eu un moment de pause et j'étais genre, est-ce qu'elle m'a vraiment dit ça ou est-ce que j'ai entendu ce que je craignais entendre? Non, elle m'avait vraiment dit ça. Et là, sur le coup, je me suis dit, je suis totalement démuni, personne n'est avec moi, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment un luxe de se sentir bien dans une entreprise et honnêtement, je suis vraiment content d'être tombé, et je dis pas ça pour être corporate ou pour lécher les bottes d'Ubisoft, non, mais je suis vraiment content. En fait, ça m'a vraiment soulagé quand la personne de la RH m'a dit, en fait, t'aurais pu te dire dès le début, ça aurait rien changé. Ça vraiment. Et pourtant, on n'était pas sur des milieux très différents. On reste en France aussi. C'était une entreprise française également. Donc je me dis, en fait, d'une entreprise à l'autre, on peut vraiment se sentir mieux. Donc moi, je ne saurais que vous, voilà, je veux pas vous inviter à faire des choses, mais ce que je peux vous conseiller, c'est si vous sentez dès l'entretien ou avec le contact avec vos collègues que vous pouvez pas être qui vous êtes et vous pouvez pas être naturel, ça va vous créer un mal-être. Qui peut aller jusqu'au burn-out. Il y a des personnes qui font des burn-out parce qu'elles se sentent pas à l'aise dans leur entreprise. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, quelques mois après ça, j'ai décidé d'organiser la Pride dans l'entreprise, donc le mois des fiertés pour les personnes LGBT. Donc c'était en juin. Et en fait, encore aujourd'hui, ils utilisent le logo que j'avais fait pour la Pride en 2017 pour fêter la Pride dans l'entreprise. Et en fait, maintenant, ils le fêtent alors que je suis parti. Donc pour moi, c'était vraiment une réussite de se dire, ok, moi j'ai subi des discriminations, mais ça a engagé un truc derrière qui a fait qu'il y a d'autres personnes qui ont poussé l'idée de continuer ça. Et c'est vrai que des fois on se prend des murs et on se dit waouh, j'aurais jamais dû faire ça parce que ça m'a fait trop mal. Mais en fait après coup je me suis dit en fait même si moi sur le coup j'ai souffert, ça a permis à d'autres employés qui étaient dans la même situation que moi, mais je le savais pas, de pouvoir avancer. Donc il y a des personnes comme ça qui font avancer les choses. C'est dommage parce que ça devrait être l'entreprise qui prend cette initiative. Mais des fois on peut être
sans le vouloir, le porte-parole d'autres personnes dans notre entreprise. Donc je pense que le mieux, c'est d'essayer de faire bouger les choses au maximum sans vous brûler non plus, mais d'essayer d'en parler, de trouver des personnes qui vous ressemblent pour essayer de faire porter votre voix, et après de ne pas hésiter à faire appel à des associations externes pour vous venir en aide au niveau de votre entreprise. Donc, il y a rien qui est absolu. On a parlé de plein de choses qui seraient géniales. Ce serait top que toutes les entreprises soient inclusives. Ça serait top que toutes les entreprises se forment. Ce serait top qu'à tous les moments, on n'ait pas besoin de dire, etc. Et tout ce qu'on a pu dire depuis tout à l'heure rentre dans ce cadre-là. Mais il y a une réalité qui est différente. On ne doit pas l'accepter, cette réalité. Mais même en disant ça, je dis une généralité. Et donc, il faut juste avoir conscience qu'on a des tonnes de cas dans lesquels on peut être dans des difficultés. Il faut que collectivement, on se dise c'est pas normal. Il faut collectivement, on se donne les moyens d'avancer. Mais il faut aussi assumer que parfois, on ne pourra pas avoir les moyens d'avancer. Parfois, on ne pourra pas le faire. Et ça ne doit pas être cool. C'est pas normal. C'est pas cool. C'est pas bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais ça ne veut pas dire qu'on aura la capacité de changer les choses et de bouger les choses. Donc, il faut prendre conscience de ça en permanence. Parce que d'avoir conscience de tous ces éléments-là, c'est ce qui peut nous faire avancer. C'est ce qui peut nous faire avancer et faire en sorte qu'on n'ait plus ces enjeux-là. Mais ça ne veut pas dire que ça va les régler immédiatement. Il faut avoir conscience aussi que ça ne veut pas dire que ça va les régler immédiatement. Oui, je voulais plutôt donner mon avis et faire une petite intervention parce que moi, justement, je suis en ressources humaines. Et c'est vrai que, en fait, moi, je pense que, de mon avis, ça devrait déjà commencer par au niveau des études. Par exemple, j'ai été jusqu'en master. Et effectivement, moi j'ai eu de la chance en tout cas d'être dans une école de commerce qui pouvait parler de ce sujet. Mais quand je parle avec d'autres personnes qui ont été en master comme moi ou dans d'autres écoles ou spécialisées dans les ressources humaines, c'est vrai qu'aussi il n'y a pas malheureusement cette communication et cette éducation sur ce sujet-là, malheureusement. Si c'est possible d'avoir une plus grande communication là-dessus, ce serait au mieux pour ces personnes qui ne le sachent pas. Et s'il y a des choses effectivement à mettre en place, être ouvert effectivement sur le sujet. Je pense qu'avant en tout cas d'être venue dans l'association, il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et là, ça fait à peine 1 an que j'y suis et j'ai appris beaucoup de choses. En soi, j'ai pu même faire des formations. Donc c'est vrai que ce qui est important, c'est d'avoir aussi un environnement où les personnes, ou en tout cas l'entreprise ou une association autre peut nous aider là-dessus. Mais je pense qu'effectivement, c'est important d'être ouvert sur ce sujet. Alors moi, j'ai une dernière question. Qu'est-ce qui vous inspire le plus, chacun et chacune, dans votre travail au sein de vos organisations, entreprises, associations, sur la diversité et l'inclusion ? Moi, dans mon cas, je pense que j'ai vraiment la chance de faire ce qu'on appelle un métier passion, c'est-à-dire que au quotidien, je fais un métier qui est vraiment aligné avec mes valeurs et mes convictions. C'est une chance incroyable parce que je pense que pas tout le monde a la chance d'avoir ça. Et ce qui est vraiment motivant et enthousiasmant, c'est que ça veut dire que c'est un métier qui a du sens. C'est un métier qui est tourné vers les autres. C'est pas un métier facile parce qu'on travaille sur le changement des mentalités et que déjà c'est dur à faire et puis c'est dur de dire on l'a fait. En fait, c'est la question de l'impact dans nos métiers, elle est pas forcément évidente. Mais de travailler pour les gens, avec les gens, en essayant de réduire les inégalités, c'est vraiment porteur de sens et c'est ce qu'il y a de plus intéressant en fait dans ce métier. Ça en fait un métier difficile parce que on a du mal à mettre des limites et à se protéger aussi soi, parce qu'en fait quand on entend des témoignages toute la journée ou quand on doit accompagner des personnes qui sont en détresse, c'est horrible pour les personnes en détresse, mais c'est aussi quand vous êtes dans des postures d'écoutante des choses qui sont pas faciles. Mais à la fin de la journée, quand vous avez réussi à aider au moins juste une personne, vous avez l'impression de vous lever pour quelque chose. Je vais peut-être... En fait, moi, c'est particulier parce que je suis dans une association et finalement, l'élément qui me vient en tête, c'est pour moi le meilleur salaire, entre guillemets, même si j'ai besoin quand même d'un salaire pour vivre, mais le meilleur salaire, c'est quand il y a quelqu'un qui vient me voir en me disant grâce au travail qui a été fait dans l'association, j'ai pu faire ça, j'ai pu vivre mon genre, j'ai pu... Et il n'y a pas longtemps, on a fait une ligne sur l'enseignement supérieur, parce qu'on est partenaire du ministère de l'enseignement supérieur, une adresse d'autosupport spécifique. Il y a une personne qui dit, voilà, ça fait 2 ans que je suis dans ma fac, la fac refuse toujours d'utiliser mon prénom d'usage, de reconnaître mon prénom d'usage. Et on lui a répondu, on lui a dit, il y a ça, il y a tel texte légal, il y a tel élément, etc. Et donc la personne a été voir son administration en filant ce qu'on lui a filé, et elle est revenue envers nous en disant, super, grâce à vous,
pour la première fois, on reconnaît mon prénom d'usage dans mon université et je vais pouvoir enfin faire mes études sereinement. Rien que ça vaut tout, quoi. J'en ai encore les frissons. Mais rien que ça vaut tout. Et finalement, ça revient aussi à cet élément passion de dire, en tout cas, moi j'ai besoin de ça, de dire, on fait ça pour faire bouger les choses, quoi. Bouger les choses, ça veut pas dire renverser des montagnes, ça veut dire simplement, ne serait-ce que changer la vie d'une personne, c'est déjà un truc extraordinaire. Et je vous conseille de vous mettre à un moment ou un autre dans cette situation-là, de pouvoir changer un petit peu les choses pour ne serait-ce qu'une personne. Et c'est un élément juste génial. Je rejoins un peu ce qui a été dit auparavant. Je pense qu'on fait tous ça parce qu'on a des convictions et une passion qui sont très forts. Moi, de mon côté, ça a été assez dur quand je suis arrivé parce que j'étais très la tête dans le guidon en me disant j'ai des projets, il faut que je les mène à bien. Si je réalise pas telle ou telle initiative, tel ou tel projet, ça va pas être bien, ça va rien changer, etc. Et en fait, j'ai une petite anecdote où ça m'a pas mal permis de remettre en perspective ce que je faisais. À un moment donné, je voulais mettre en place quelque chose au sein d'Ubisoft au niveau du handicap et ça n'a pas pris du tout. Ça s'est un peu cassé la figure parce qu'on n'avait pas les bonnes parties prenantes et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y a un projet que j'ai fait qui n'a pas eu les résultats escomptés. Et j'étais très frustré de ça. Et j'en parle à une collègue qui me dit, je lui dis, purée, ce projet-là, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, etc. Et elle regarde son téléphone et je me dis au début, elle m'écoute pas, c'est super sympa de regarder ton téléphone pendant que je te parle. Et en fait, elle me ressort une photo du Duo Day de l'année dernière. Et elle me dit, regardez Dan, tu vois les gens là sur la photo, eh ben ils sont tous souriants et c'est toi qui es derrière cette initiative. Et en fait, grâce à toi, ces gens-là, ils ont une super expérience. Et elle m'a fait, au lieu de penser à tes projets, pense vraiment justement aux gens que tu aides au quotidien, aux gens que tu accompagnes, etc. C'est vrai que c'est pas facile et comme on l'a dit, c'est des métiers qui sont pas faciles et où honnêtement, c'est assez difficile de voir l'impact direct qu'on a. Moi, je vois ça un peu comme un marathon où on n'en voit pas forcément le bout et je pense que de mon vivant, l'utopie à laquelle j'espère et que je souhaite pour cette société n'arrivera pas. C'est hyper difficile de se dire pourquoi je fais ça. Et honnêtement, rien que le fait de remettre en perspective un peu le quotidien en se disant chaque jour j'aide au moins un petit peu les personnes qui m'entourent et je rends leur quotidien plus facile et je les permets d'être au mieux d'eux-mêmes dans l'entreprise dans laquelle je suis. Déjà rien que ça me motive de ouf et c'est hyper inspirant. Et tous les récits des personnes que j'accompagne, tous les récits de vie, tous les challenges en face desquels les personnes sont au quotidien, ça permet déjà d'un peu de descendre de mon piédestal en me disant j'ai quand même une vie qui est vachement cool. Et en plus de ça, c'est hyper motivant parce qu'on se dit que on le fait pas pour nous, on le fait pour les autres. Et rien que ça, moi, ça me motive à me lever le matin et bosser et donner tout ce que j'ai. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaite partager quelque chose ? Bonjour, c'est Eric. Donc, je suis handicapé moi-même, psychologiquement. Quand je rencontre quelqu'un dans mon ascenseur chez moi ou dans le hall, j'hésite pas à dire que je travaille dans un ESAT. C'est un truc qui fonctionne pour des difficultés psychologiques comme pour moi. Un truc qui fonctionne et en général, la totalité du temps, le voisin, il écoute avec intérêt. De mon côté, je comprends bien qu'il faut intégrer les gens dans les entreprises, les gens handicapés. Mais je me dis, dans mon cas, par expérience, ce serait compliqué. Donc je m'adapte avec mon traitement, avec le cadre médico-social. Et volontairement, j'aime bien travailler dans un ESAT. Volontairement. C'est volontaire de ma part. Comme ça, quelque chose fonctionne. Et ça me dérange pas personnellement de dans ce cadre. Ça fait participer au contraire à quelque chose dans la société. De travailler en milieu protégé. Je vais peut-être compléter, merci de ton témoignage, mais même le pousser plus loin, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de ces valeurs, etc. C'est aussi intéressant de se dire où est-ce que j'ai envie d'être et comment j'ai envie de travailler. Est-ce que le fait d'être dans un environnement où je sais que j'ai pas de sujet, ça va bien se passer et ça sera bien, ça peut être un élément positif. Donc c'est ça qui est aussi assez intéressant, c'est de se dire que
il y a au-delà des endroits dans lesquels on peut être pour travailler, parce qu'on nous a dit d'aller à ces endroits-là, c'est aussi vachement bien de se dire ouais, mais il y a une fierté peut-être, et si je suis bien, c'est génial, quoi. C'est juste génial. On s'achemine vers la fin. Merci à tous pour ces échanges enrichissants et intéressants, vraiment. J'espère que ça aura fait bouger les lignes, ce café inclusivité aujourd'hui. Merci beaucoup. La prochaine édition, ce sera sur les environnements culturels de travail. Merci à tous et on peut se retrouver autour d'un café pour continuer à échanger. Merci. Merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous y abonner et rejoignez-nous dans cette aventure pour découvrir comment chacun de nous peut contribuer à un monde plus équitable et inclusif.